la génétique moderne, si on veut, où on pouvait manipuler au goût les gènes, les séquencer déjà, connaître leur identité à haut débit, disons à plus haut débit que ce qui se faisait auparavant. Donc, on pouvait avoir une idée du génome, de l'ensemble des gènes d'un organisme. Et la mouche à fruits était un des premiers organismes qui a été séquencé en entier. Donc, on pouvait avoir accès à toute la cartographie, si on veut, des gènes et éventuellement les manipuler aussi à notre convenance. Donc, éliminer un gène, par exemple, de la mouche à fruits. Et c'est comme ça que Hoffman a découvert que ce gène était important parce qu'il avait accès à des mouches qui avaient une mutation au niveau de ce gène TOL, qui s'appelle le gène TOL, qui était maintenant, quand il les infectait, et puis hier, justement, il y avait la conférence de Jules Hoffman à l'Université de Montréal, qui nous a appris que pour cette expérience, il a dû infecter 100 000 mouches, et puis ça se fait une à la fois. Donc, mouche par mouche, et puis il fallait infecter pour identifier le clone, la mouche mutante qui allait répondre différemment des autres à une infection, par exemple, par un champignon. Et dans le cas du TOL, la mouche TOL déficiente était très, très sensible à l'infection par le champignon, alors que les mouches sauvages étaient tout à fait capables de s'en défendre. Et Hoffman fait ça dans les mouches. Hoffman prend bien soin de préciser encore aujourd'hui qu'il s'intéresse pas aux applications, que lui, c'est un chercheur qui s'intéresse aux questions fondamentales. Exact. Mais évidemment, d'autres chercheurs, tout de suite après, quand on identifie le gène et TOL, essaie donc d'identifier le même gène ou un gène au rôle similaire dans l'humain. Exact. Et c'est ce que réussit à faire un jeune chercheur qui a 35 ans à ce moment-là, Bruce Butler. Oui, tout à fait. Ça a été un peu la course par la suite pour identifier les homologues, ce qu'on appelle un homologue, donc l'équivalent chez l'humain ou chez le mammifère. Encore une fois, c'est l'exemple où la science est souvent des découvertes qui sont fortuites, qui sont pas programmées à l'avance. Donc lui, son but, c'était pas de découvrir la molécule équivalente à TOL chez l'humain, mais lui étudiait une réponse au lipopolysaccharide, qui est un composant de la paroi bactérienne des bactéries. Il s'intéressait à cette réponse parce que c'est une molécule qui est très dangereuse si on l'administre à un humain ou dans le cas d'une infection qui est généralisée aux bactéries pour induire ce qu'on appelle le choc septique ou le choc endotoxique. C'est ce qu'on appelle une endotoxine, donc ça déclenche une réponse qui est exacerbée, ce qu'on appelle une tempête de cytokines, là, qui sont des médiateurs de l'inflammation, et ça peut avoir des conséquences terribles, dont la mort, si c'est pas traité rapidement. Lui s'intéressait donc à comprendre comment ça fonctionnait, le choc septique, exactement, et voir comment on pouvait contrôler ou comment le corps humain pouvait réagir à une attaque. Exactement. Ça. Il savait qu'il y avait sûrement un récepteur pour la protéine LPS, qui est le lipopolysaccharide, qui est en fait un sucre qui se retrouve sur les bactéries. Donc lui, il savait qu'il y avait un récepteur. Il faisait de la génétique chez la souris, dans ce cas-là aussi. Il avait accès à des souris mutantes, si on veut. C'est pas lui qui a induit la mutation. Des souris qui étaient déjà disponibles, qui sont mutantes naturellement, qui étaient résistantes au choc septique. Donc, on pouvait leur injecter des quantités impressionnantes de LPS sans aucun effet, alors qu'une souris normale serait morte rapidement. Donc, il savait qu'il y avait une différence, et puis ce qu'il a pu faire, c'est d'identifier cette différence-là, et la mutation se retrouvait dans le récepteur semblable au TOL, qu'on a appelé TOL-like receptor, par homologie au TOL chez la drosophile. Et c'est récepteur semblable au TOL. On peut pas dire que les gens débordent d'imagination. Non, c'est quoique les gens qui travaillent chez la mouche, eux, sont très imaginatifs dans leur terminologie. Il y a des noms très colorés dans les gènes de la mouche à fruits, dont Spätzle, qui est une espèce de pâte allemande, cactus. Il y a toutes sortes de noms un peu farfelus comme ça. Chez la souris, chez l'humain, on est beaucoup plus conservateur. Ici Normand Mousseau. Nous sommes en compagnie d'Alain Lamarre, professeur à l'Institut Armand-Frappier, et nous parlons cellules dendritiques et récepteurs TOL qui ont mené au prix Nobel de médecine 2011. Steinman a continué à travailler à partir de 1973 tout le restant de sa carrière sur les cellules
dendritique, essayer de comprendre quel était leur rôle et vraiment travailler là-dessus. Et vous avez eu l'occasion, Alain Lamarre, de rencontrer, de croiser Steinman. Qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres-là? Je l'ai rencontré l'année dernière à un congrès en Suisse et je connais aussi beaucoup de scientifiques qui l'ont connu parce que c'était un homme important dans le domaine de l'immunologie. Alors, tous les immunologistes connaissent ses découvertes et connaissent l'homme parce que c'est un homme qui a beaucoup donné en termes scientifiques. Oui, il a fait beaucoup de travaux et puis décortiqué de façon impressionnante tout le mécanisme d'action des cellules dendritiques, de leur identification en 73 jusqu'à leur méthode fine de fonctionnement et comment ils stimulent les réponses immunitaires adaptatives. Donc ça s'est échelonné sur une période de 40 ans, comme vous dites. Il y a beaucoup de gens qui l'ont connu pour ses découvertes scientifiques, mais aussi pour son apport un peu plus didactique aussi. C'est un homme qui aimait beaucoup enseigner, avait une capacité à vulgariser aussi ses recherches pour les étudiants, a créé une association pour l'étude des cellules dendritiques. Et ce que je retiens le plus de sa conférence du congrès de l'année dernière, c'est vraiment la mise sur pied de programmes d'enseignement dans différents endroits dans le monde pour enseigner les méthodologies modernes de l'immunologie dans des endroits où les techniques sont pas encore adaptées à ces méthodes-là. Donc, pour les pays en voie de développement, par exemple, il a fait beaucoup pour augmenter leur capacité de recherche, pour pouvoir eux-mêmes identifier des avenues intéressantes de recherche localement. Le rôle de Steinman était important dans les 3 découvertes, mais dans les médias, on a parlé particulièrement de lui parce qu'il est mort 3 jours avant l'annonce du prix Nobel d'un cancer du pancréas et un cancer qu'il avait essayé de combattre à l'ère de méthodes développées et basées sur sa découverte des cellules dendritiques. Que savez-vous de ces traitements-là? Oui, je connais pas le fin détail de toutes les tentatives qui ont été faites. Je sais que son approche, c'est une approche qui est utilisée, ce qu'on appelle l'immunothérapie. Et puis l'année dernière, la première compagnie américaine qui a été approuvée par la FDA pour utiliser les cellules dendritiques pour traiter des cancers. Ici, le principe est donc, c'est la personne elle-même, on prélève ces cellules dendritiques, on les active et on les remet dans on les active et on leur donne un fragment de cancer, si on veut, un antigène tumoral qui confirme l'identité du cancer qu'on veut traiter. Donc, on donne à manger, si on veut, nos cellules dendritiques avec, on leur donne ce fragment de cancer-là qui vont pouvoir se multiplier et puis ça va être réintroduit dans l'organisme. Donc, on comprend quand même que ça doit se faire de façon très stérile et tout ça, et de façon très contrôlée. Et on redonne tout ça au patient qui va, par la suite, pouvoir monter une réponse immunitaire spécifique au cancer et contrôler ce cancer en particulier. Est-ce qu'on sait si c'est efficace ou ça reste on est encore dans les premières étapes de développement? On est encore dans les premières étapes de développement. Il y a beaucoup d'études précliniques, disons en phase clinique, qui sont en cours en ce moment. On essaie de jouer un peu sur le protocole de comment on va activer les cellules dendritiques, quel antigène on va leur donner pour qu'ils puissent être spécifiques au cancer. La problématique un peu de tout ça, c'est que le cancer, c'est un mal ratoureux, si on peut utiliser l'expression. C'est un peu comme un pathogène. Hein. Les cellules se multiplient à une grande vitesse et développent des mutations. Elles changent rapidement. Il est donc difficile d'identifier. Donc, si on identifie un antigène particulier, même s'il est présent sur le cancer en grande majorité au départ, le cancer, quand il va se sentir attaqué par cet antigène-là, va développer ce qu'on appelle une résistance, va muter, et puis maintenant, il sera plus reconnu par les cellules qu'on a entraînées, par les cellules dendritiques, et va pouvoir continuer à progresser. Donc, c'est pas la panacée, si on pourrait dire. Il va falloir faire beaucoup d'autres recherches et probablement combiner toutes sortes d'approches, combiner les technologies actuelles de radiothérapie, de chimiothérapie, en plus de ces nouvelles immunothérapies qui sont très, très prometteuses, mais pour lesquelles il faut encore faire beaucoup de recherches. Et comment est-ce que ces travaux qui ont mené au prix Nobel affectent votre recherche? Je pourrais dire de façon quotidienne, nous, dans le laboratoire, on étudie les réponses immunitaires contre les virus, et plus particulièrement le virus de l'hépatite C. Et nous essayons de comprendre qu'est-ce qui fait que chez certains individus, disons sur 100 individus qui vont être infectés par le virus de l'hépatite C, 75% vont devenir infectés de façon
persistante, donc pour leur vie, alors que 25% des individus vont pouvoir éliminer spontanément l'infection. On ne sait pas pourquoi.